bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est emparé des pouvoirs du président de la République au vu et au su de tous. C'est le constat fait par l'ancien commissaire de police Cherna Sadbou Keita, ce qu'il juge d'ailleurs inexplicable et inadmissible, expliquant d'ailleurs sa saisine du Conseil constitutionnel sur le sujet. Le leader du mouvement Sauvons le Sénégal parle d'une démission tacite du président de la République et donc de la vacance du pouvoir. Cherna Sadbou Keita était l'invité du jury du dimanche. La synthèse avec Mamoudou Dia. Le Premier ministre empiète volontairement sur les pouvoirs du président de la République, selon Cherna Sadbou Keita. Nous sommes des témoins, avec d'autres témoins qui ont affirmé les mêmes choses. Guy Marius Sagna l'a dit, Alioune Tine l'a dit dans la presse d'aujourd'hui, vous le verrez. Alioune Tine a clairement défini les empiètements du Premier ministre sur les pouvoirs du président de la République. Guy Marius Sagna a parlé du fait qu'il n'y a pas eu véritablement de changement de système. Mais c'est parce que c'est vrai qu'ils le disent. Ce que l'on dit là, ce n'est pas dans des rêves que les gens l'ont puisé. C'est dans leur vécu tous les jours, dans ce qu'ils observent, qu'ils ont trouvé qu'il y avait matière à dire cela. Et d'autres ont même menacé, attention, ça ne peut pas aller très loin. Le mouvement Sauvons la République, dont l'ancien commissaire de police est à la tête, porte l'affaire devant le Conseil constitutionnel. L'organisation dit constater la démission de facto et la vacance du pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lui-même a dit que j'ai eu à signer des nominations au profit des gens que je ne connais pas. Ça, c'est un fait. C'est possible qu'on lui propose des gens. Mais dès que ça en arrive là, on est inquiet. Mais en plus de ça, c'est lui qui a démissionné de fait. Parce qu'on se rend compte de ce que lui, qui devait nous diriger, est ailleurs quand les actes qu'on attend de lui, tels que nos rapports avec la diplomatie, tels que l'orientation de notre politique extérieure, l'orientation de notre politique de défense, on se rend compte de ce qu'il y a quelqu'un qui a empiété sur ces champs-là et de manière délibérée et violente, au point d'attirer l'attention de tout le monde. Qu'est-ce qui oblige tous les ambassadeurs, c'est signalé encore aujourd'hui par la presse, tous les ambassadeurs à aller en direction du Premier ministre? C'est parce que le pouvoir s'est incliné dans ce sens-là de manière excessive. Ça ne devait même pas être. Mais ça l'est d'abord et ça l'est de manière excessive. Mais cette requête envoyée aux 7 sages a-t-elle une once de chance d'aboutir? Quoi qu'il en sera, Cherna Keita, lui, estime avoir fait son devoir en ébruitant le débat sur la carence du chef de l'État. Je suis dans la position de celui qui a constaté que ça ne va pas et qui s'adresse à celui qui doit constater que ça ne va pas officiellement. Le Conseil constitutionnel, c'est le juge constitutionnel du Sénégal. Je ne suis pas allé au marché Sandaga pour en parler avec un commerçant. Je suis allé voir le juge constitutionnel pour lui dire, monsieur le juge, dans les matières qui sont de votre compétence, voilà un objet. L'objet, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République que nous avons élu a abandonné ses fonctions au profit de son Premier ministre. Il ne fait pas les choses telles que son serment lui demande de le faire. Maintenant, le Conseil n'a qu'à disposer. Le Conseil peut ne même pas répondre. Nous continuerons d'agir. Pour lui, cette vacance du pouvoir repose sur des faits indéniables, constatés par tous les observateurs avisés. Et toujours devant le jury du dimanche, l'ancien directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a expliqué que les narcotrafiquants se sont définitivement installés au Sénégal. Cherna Sadbou Keita en veut pour preuve les saisies répétitives et de grandes quantités de drogue. L'objectif de ces trafiquants, toujours selon lui, est de faire du Sénégal un marché ouvert sur l'international. Il est maintenant du devoir des autorités, d'après l'ancien policier, de couper l'arbre à la racine pendant qu'il est encore temps. Il est interrogé par Hassan Gueye. Bon, les indicateurs sont clairs, c'est sérieux. Quand les saisies se multiplient comme ça, cela doit nous amener à nous dire que la pression est extrêmement forte sur le terrain. Le Sénégal est devenu un condensé, une grosse concentration d'activités liées à la drogue dure particulièrement. Maintenant, de là à parler de, comment dirais-je encore, zone de consommation, bon, il n'y a qu'un petit pas. Des indices aujourd'hui nous amènent à nous dire, qu'est-ce qui est devenu notre marché intérieur de drogue?
Ce que nous savons, c'est que les narcotrafiquants sont bien implantés ici dans ce pays. C'est la raison pour laquelle leur activité y est visible, intensément visible. Mais ce que nous notons aussi, c'est qu'effectivement, ils ont adapté comme stratégie de faire en sorte que la consommation se développe ici. Quand un pays comme le Sénégal ou quelque autre pays que ce soit est envahi comme ça par la drogue, c'est pour deux objectifs. L'aspect transport, l'aspect stockage, l'aspect distribution sur l'international, mais aussi la constitution d'un marché fort, d'un marché qui permet à ceux qui trafiquent déjà d'avoir des ressources ici sur le plan local et d'empoisonner le pays. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours que c'est catastrophique. Parler de plaque tournante de la drogue, c'est déjà un concept quelque part dépassé. Il faut envisager à mieux définir le problème pour pouvoir y répondre. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Cheikh Anta Diop semble être une source d'inspiration pour les autorités du complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. Elles ont donc décidé d'initier leurs étudiants arabophones dans ce domaine, c'est-à-dire la science. Pour le recteur de ce temple du savoir, il y a un impératif de changer de fusil d'épaule avec ces étudiants qui étaient alors orientés vers les facultés littéraires. Nous écoutons ces précisions. Cet atelier a été organisé en fait sur instruction de Seigneur Ahmed Badawi Mbaké en vue de mettre en place un cycle préparatoire pour l'intégration des bacheliers arabo-islamiques, mais aussi arabes de manière générale dans les formations scientifiques qui sont mises en place au niveau de l'université Cheikh Khadim de Touba. Au niveau du Sénégal en général, mais aussi au niveau de Touba, donc il y a beaucoup d'écoles, des daara qui forment en utilisant le médium arabe. Voilà. Donc, et l'État du Sénégal a mis en place vraiment le baccalauréat arabe, franco-arabe, mais aussi le bac CLLAR et le bac SAR, ainsi que donc S1 et S2AR. Donc, il y a beaucoup de bacheliers issus de ce système qui ont le baccalauréat arabe, mais qui malheureusement ne peuvent suivre que des formations littéraires. Voilà. Et maintenant, l'université Cheikh Khadim de Touba, donc actuellement, dispose de formations scientifiques en agronomie, en santé, mais aussi dans d'autres métiers. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de les permettre, en plus de leur formation religieuse, mais aussi d'avoir des formations métiers scientifiques. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est pour leur permettre, mais aussi pour permettre à l'université d'être vraiment au service de la communauté. Et puis reparlons de la journée mondiale des océans. Les communautés de pêcheurs en ont profité pour exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis de l'usine Touba Protéines Marine ex-Barna Sénégal. Selon ces acteurs de la pêche, la rareté des ressources est en partie causée par ces usines. Isidore Alexandre Sen pour nous en dire un peu plus. La communauté des pêcheurs de Kayar n'a pas encore rangé ses filets. Elle continue son combat contre Touba Protéines Marine malgré la décision de justice qui a tranché en faveur de l'usine de production de farine et d'huile de poisson. On a mis beaucoup de démarches. Jusqu'à présent, on est en justice. Ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Et dans ce sens-là, vous savez, les populations de Kayar en première et la coalition nationale contre les usines et d'huile de poisson ont fait le geste d'aller demander à qui de droit. Ça veut dire que notre ministre de tutelle d'abord, tout au début qui nous avait promis qu'il ne donnerait pas d'agrément à cette usine, sont en train de se chamailler à cause de l'usine de farine de poisson. Pourquoi? Parce que c'est du poisson frais qui sont en train de transformer en huile et en farine de poisson. Ailleurs aussi, les entreprises telles que Touba Protéines Marine doivent s'éloigner des habitations. Et au niveau de Kayar. Et les populations en souffrent. Il y a des maladies qui n'existaient pas à Kayar, qui existent maintenant à Kayar. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délocaliser cette usine ou la transformer à faire de la glace ou autre chose que de faire de l'huile et de farine de poisson. Ça dit que, quelque part, comme je vous ai dit tout au début, ça a créé des conflits entre les pêcheurs. Il y a des pêcheurs au niveau du Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Koufontine, qui te diront que les usines sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent leur gain. Les femmes transformatrices de produits halieutiques à Kayar ne savent plus quelles ressources exploiter. 325 femmes ñoo fi nekkoon mais actuellement 100 personnes mënatoo ko am
ndax dañoo désister amatuñu lu ñu liggéey ndax dañuy xëy tëdd ci mbaar yi rek ba ngoon ñu ñibbi seeni doom bu ñu leen laajee dépense duñ ko am kon kay ñu far toog di jënd ak jaay leneen di jaay am ndugg ak yeneen mais fi si siin gi amatuñ fi dara yaakaar amatuñ fi yaakaar ndax loo nar a jënd mu jënd ko yóbbu boo demee port noo partant baaga fa mooy jënd yàqoo ca gaal ya usine de farine de poisson yi lañ ko yëpp. À Kayar, la journée internationale des océans est célébrée dans un contexte de rareté de la ressource. En partie, cette situation serait due aux usines de fabrique de farine et d'huile de poisson. À noter que des organismes comme Greenpeace ne cessent d'accompagner la communauté des pêcheurs. Et puis pendant ce temps, les activités de restauration et de protection des habitats et écosystèmes marins et côtiers de l'aire marine protégée se poursuivent. Un projet financé par la Banque mondiale. Les responsables justement du programme étaient hier à la baie de Han et à Gorée, où Dandiach y était également. Le projet d'investissement régional de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, ambitionne d'améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques communs en intégrant les changements climatiques affectant les communautés et les zones côtières de la région d'Afrique de l'Ouest. La poursuite des activités de restauration et de protection des habitats et écosystèmes marins et côtiers de l'aire marine protégée de Gorée constitue une priorité du projet. Parce que non seulement elles sont les principales impactées de toute dégradation du littoral et du milieu marin, mais également ce sont les premières à bénéficier également de tous les impacts positifs qui découleraient d'une bonne gestion donc, de ce milieu et des écosystèmes marins et côtiers en général. Et pour cette problématique des déchets, pourquoi aujourd'hui c'est important de travailler à enlever les déchets sur le territoire? Bon, pour cette activité bien spécifique, nous travaillons dans le cadre donc, de ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale qui découle donc des travaux qui seront initiés à Gorée. Et dans ce plan de gestion particulièrement, nous accompagnons l'aire marine protégée de Gorée qui polarise 8 communes si j'ai bien retenu. Une initiative très bien appréciée par les pêcheurs de la baie de Han qui appelle la population à se l'approprier. Nous voulons que l'environnement soit propre parce que cette baie est la deuxième baie au monde, c'est ce que l'on dit d'ailleurs. Donc, puisque la baie s'élargit de plus en plus, nous devons vraiment la protéger parce que maintenant, ça va de Mbao jusqu'à Bel Air. Donc, nous devons nous y mettre à 100% pour vraiment rendre cette baie propre. Parce que c'est l'un des endroits les plus sûrs aussi. Ici, des centaines de personnes peuvent se baigner sans aucun problème parce que la mer est quand même tranquille. Pour eux, cette initiative va permettre de redonner à la pêche son lustre d'autant. Effectivement, parce que moi, je suis pêcheur. Je pratique la pêche artisanale. J'ai maintenant 70 ans, mais il m'arrive de retourner en mer quand l'occasion se présente, juste pour chercher du poisson. Cette activité va nous permettre de sauvegarder l'environnement et ça va permettre également aux poissons de vivre tranquillement dans l'eau et de pouvoir produire. C'est une excellente initiative. Pour cette année 2024, la campagne de nettoiement des fonds marins ciblera les sites de Han, Thiaroye, Rufisque, l'île de Gorée, Terou-Baïsogui et Soumbédioune. Parlons à présent de sécurité routière. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Durant les fêtes, il est souvent constaté un nombre élevé d'accidents. Afin de garantir une conduite sûre, une journée de sensibilisation sur la sécurité routière a été organisée pour les transporteurs. Cela s'est déroulé à la gare des Beaux Maraîchers. Les autorités ont souligné l'importance de la sensibilisation et des visites médicales pour les chauffeurs. Ils ont également inauguré une nouvelle unité de soins pour renforcer la prévention. Modoula Milfati. Sur, durant la période des fêtes, une journée de sensibilisation sur la sécurité routière a été organisée à l'intention des transporteurs. Pour leur rappeler les consignes de sécurité vis-à-vis du code de la route. Vous savez, comme tout le monde, à l'approche des grandes fêtes comme la Tabaski, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements et les chauffeurs généralement partent loin et voudront souvent revenir pour faire le maximum de départs possible. Bon, souvent, généralement, ça engendre des accidents.
parfois très mortels même. La route, la voiture et l'homme, 3 facteurs qui causent généralement des accidents sur la route. C'est pourquoi les acteurs insistent sur l'importance de la sensibilisation des chauffeurs. Et les informer aussi de ce qui les attend sur la route. Parce qu'aussi, on ne peut pas accepter quand même que faute des chauffeurs ou faute d'entretenir son véhicule, que l'on puisse avoir autant de décès sur nos routes. C'est pour ça que quand même les autorités ont demandé aux forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures pour veiller au respect strict des règles. Nous aussi de notre côté, qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour informer les chauffeurs et les sensibiliser. Au-delà de la sensibilisation, la visite médicale des chauffeurs joue un rôle essentiel dans la prévention des accidents. Dans les accidents, il y a un facteur humain qui est très important. Donc les chauffeurs doivent être vraiment conscients qu'ils transportent des vies humaines, et leur propre vie d'abord, et de se reposer quand ils sont fatigués, de conduire prudemment et de respecter le code de la route. La prévention des accidents de la route est une priorité pour les autorités de la gare des Beaux-Maraîchers. Elles viennent d'inaugurer une unité de soins au sein de la gare et poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des chauffeurs. Le programme des 100 000 logements connaît des difficultés dans le département de Rufisque. Les premiers acquéreurs dans la commune de Bambilor n'ont toujours pas reçu leurs clés. La date de livraison était pourtant prévue en 2022. Il demande ainsi à l'État de suivre de près donc ce projet initié par l'ancien président de la République, Macky Sall. Les précisions avec Babacar Seck. 150 acquéreurs du programme des 100 000 logements à Bambilor courent toujours derrière leurs clés. Ils disent avoir honoré tous les engagements. Et on devait avoir les logements, nos clés, en tout cas depuis décembre 2022. Et depuis lors, on court derrière avec des réunions, des rencontres. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Vraiment, ça a duré. Tous les engagements au sein des banques et tout, nous les avons gelés à cause de cette situation. Nous n'arrivons pas à avoir nos clés et nous ne pouvons pas avoir accès aussi à d'autres engagements. C'est pour cela que nous lançons un appel pour dire que vraiment, on veut nos maisons. Les acquéreurs demandent un suivi rigoureux du projet dans le cadre de la continuité des politiques de l'État. Qu'on nous donne nos maisons comme il a été convenu. Maintenant, s'il y a un autre problème, ils n'ont qu'à nous dire. Parce qu'on est fatigué, on nous valse depuis lors. Ça fait plus de 2 ans, on court derrière. Donc on avait confiance et foi en ce projet et on espérait vraiment pouvoir, nous en tout cas les petites bourses, on pensait pouvoir en tout cas avoir nos maisons à nous. C'est pour ça vraiment, nous lançons un appel aux nouvelles autorités et on le sait, ils sont pour le peuple et on espère que nous faisons partie de ce peuple. Les acquéreurs s'inquiètent aussi du refus de certaines banques de financer le projet des 100 000 logements alors que l'État s'était porté garant. Dans le même esprit, nous parlons du foncier, toujours dans le département de Rufisque, précisément à Rufisque-Est, où les litiges persistent. Le site de la série G continue donc de faire parler de lui. Certaines personnes affirment avoir été victimes d'une escroquerie portant sur un terrain de 2 hectares. Il s'agit du titre foncier 1194, cédé par un promoteur à un industriel pour un montant de 2 milliards 200 millions de francs CFA. Gansar nous en dit un peu plus. Un TF 1194 dont la famille de feu Mademba Ngom est héritier et légitime des droits de propriété foncier a été escroqué et vendu à un certain industriel sans vérification. Ce qu'on va dire, nous allons lancer un appel à l'acheteur qu'il vérifie bien ce qu'on lui a vendu. Parce que le gars là, c'est un habitué des faits. Il l'a fait à beaucoup de familles. Il essaie de voir là où il y a des familles vulnérables pour profiter de leur manque de force pour incarner une certaine escroquerie. Nous réclamons un audit foncier dans la commune de Rufisque-Est et nous lançons un appel pour qu'on vérifie partout. Parce qu'à notre grande surprise, quand on a entendu que le TF 1194 a été vendu
au sieur Ablaïdia de la Sénico. Nous sommes allés, moi et Mohamedou Khalingom, au niveau de la conservation des impôts et domaines. Mais à notre grande surprise, le papier qu'on a reçu là-bas a affirmé que effectivement le TF 1194 a été vendu à 1,2 milliard. Vous voyez, on est dans quel pays? Et puis sport dans cette édition avec la 4e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026. 1-0, le score final donc du match entre la Mauritanie et le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont donc assuré l'essentiel. Avec 8 points, le Sénégal occupe donc la première place du groupe B. En attendant donc le match du Soudan mardi prochain, les crocodiles du Nil vont affronter le Soudan du Sud. Pendant ce temps, l'AS Kaloum célèbre sa montée en Ligue 2 professionnelle. Son président, Fallou Kébé, a organisé une cérémonie de remise de distinction pour les joueurs, les encadreurs et tous ceux qui ont donc contribué à cette montée de l'équipe. Fallou Kébé invite donc les populations kaolakoises par ailleurs donc à soutenir l'équipe pour donc relever les prochains défis. Nous suivons ces précisions. Les sportifs, les dirigeants, les anciens supporters, les anciens présidents, les anciens mécènes de venir soutenir le club. Parce que l'année prochaine, ce sera une année très difficile parce qu'on va accéder pour ligue professionnelle. Donc, c'est des deux activités différentes. Foot amateur et professionnel, c'est différent. Ça dépend des moyens techniques, financiers, ça dépend des moyens logistiques, beaucoup de choses. Donc, je fais un appel à les Kaolagois, les dirigeants, les directeurs, les ministres, tous les Kaolagois de venir soutenir le club, même dans les diaspora, on va venir pour supporter le club, de donner les moyens suffisants. Donc sur les effectifs, je crois que les avancements de l'Estade Lamine Gueye, je crois que c'est en 80 ou 90%. Je crois que j'ai l'espoir qu'on peut jouer dans le début du championnat de Ligue 2. Fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.